Est-ce qu'il y a une méthode de travail qui a vu le jour? First of all, I have to address what Delphine said. It's fascinating because I'm actually, it's funny because you are now about to, in your next novel, to get inside my field. And I'm actually, in the manuscript I'm working on now, here writing it in Lyon, it's my first autofiction kind of attempt. And amazingly, the only thing, for the first time I'm writing about a writer, and there's a lot in common between the character and me, and I'm not hiding it. But amazingly, the only thing I changed till now is the names of my daughters. It's interesting that we are both trying to protect them in a way. And maybe, are we protecting them or not? I don't know. Anyway, coming back to your questions, actually, if I thought I knew something about writing and writing process, I have to admit that now, after Jules de Miel and another book I have written in Hebrew that was published in Israel, I realized there are no rules. This is part of the hazards of the profession. I never know when a new book will start in my mind. So I cannot even plan my life and get them ready for writing. Sometimes writing comes in the middle of something important happening in my real life, and I cannot plan it, and I cannot expect it. The only thing I know for sure about writing is that you have to be there every morning when you are in the writing process and sit down and write. And sometimes it will be just sitting down and looking at the manuscript, thinking for 4 hours, then moving one sentence, then moving it back. This will be your work day. And sometimes you will get an idea for a kind of shift in the narrative. You will not even write it, just point it out to yourself. But this will not happen if you will not sit down and write. I try to explain it to my students again and again, that if they will not give themselves to this, if they will keep on waiting for inspiration, to these angels to stand on their shoulders. No, there are no angels standing on shoulders. It's just getting there and waiting for something to happen. Sometimes it happens, sometimes it don't. That's the only thing I know for sure, that there has to be a writing routine, and you have to be very disciplined about it. Everything else, I cannot know, I cannot expect. Vous avez fait allusion à plusieurs reprises pendant le débat à vos étudiants. Et on doit préciser au public que Eshkol Nevo est professeur de creative writing. Il a travaillé dans plusieurs universités en Israël et depuis 2 ans, il a créé une école d'écriture avec d'autres professeurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler très brièvement? Qu'est-ce que vous venez de nous dire qu'on ne peut pas apprendre à écrire? Qu'est-ce que vous essayez de transmettre à vos étudiants? Well, actually, I think I myself started writing in a creative writing workshop 18 years ago, and I think what I got is some kind of reference. Writing is such a lonely process, and this loneliness can be too hard when you are at the beginning of your writing career. And for me it was salvation to sit in a room with other people who are scratched in the same scratch that I have, and to hear what they have to say on my story and on their stories, and just to be in this community. So first of all, I think writing workshop is a community. And then sometimes I can help them realize in what way they can enrich their story. I can give them an angle about their blind side. Every writer has a blind side, even a writer who has published 8 novels. So I can help them or offer them another angle that they cannot see, and encourage them, because people need encouragement. As Delphine said, she was waiting for the encouragement.
especially when you start writing. Some people, my most successful student is now translated all over the world. She's a girl, and she came to the workshop not knowing how good she was. She didn't realize how good she was. So it took us a long time to convince her, you are going to be a magnificent writer. You're going to write masterpieces. And people don't know sometimes. They don't have a supportive environment, finally. And sometimes you can do this as a teacher. And also, it's just exciting to see people at their first stages of a creative process. It's exciting, it's a privilege. I love doing it. It's a big thing in my life, and it's not, I'm not tired of it. It's again and again exciting to see people open up like flowers, and something comes out of them unexpectedly. It's a big thing, and I learn a lot from them also. It enriches my writing also. Merci. Donc nous allons passer aux questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, une question pour Delphine Delcamp. Vous avez dit que pour les deux derniers romans, à moitié chemin, vous avez eu une période de doute, une période de remise en question. On peut le comprendre peut-être pour le précédent. Pour celui-ci, c'était dû à la forme, au fond, au genre. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un peu plus? Je crois que c'était dû en fait au projet, sans doute, enfin, le projet me paraissait finalement assez ambitieux par rapport à ce que j'avais fait jusque-là, à ce que j'avais écrit jusque-là. Et je pense que j'ai douté à mi-chemin pour deux raisons. D'une part, parce que j'étais pas tout à fait certaine d'arriver au bout de cette construction que j'évoquais, donc qui demandait malgré tout une certaine habileté, et j'avais peur que ce ne soit pas, que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. D'une part, et d'autre part, je pense qu'à un moment donné, alors que c'était vraiment l'ambition du projet de mêler les genres, de me jouer des codes à la fois de la fiction, de l'autofiction et du thriller, à un moment donné, je me suis demandé si à tout mélanger comme ça, je n'étais pas en train de faire fausse route. Ou en tout cas, je crois que je m'interrogeais sur la lisibilité de ce projet. Est-ce qu'à un moment donné, c'était malgré tout compréhensible? Et voilà, je crois pour ça que j'ai fait lire à mon éditrice à mi-parcours. Une autre question? Oui, ici. Bonjour. Concernant la question de que fait l'auteur par rapport au lecteur et que fait le lecteur par rapport à l'auteur, face à la pelote du texte qui est tenue fortement à un bout par l'auteur et à l'autre par le lecteur, que voudriez-vous? Qu'espérez-vous? Est-ce une question? Une interrogation? I'm not sure I understood, but I will use that to answer whatever I like. Talking about readers, specifically with Jules Demiel, I was a bit anxious about the response from religious people, because without spoiling the joy of reading, religiously speaking, outrageous things happen in this book. So I was quite sure that the book would be banned by the rabbis, and I was even a bit hoping for it in a way. And it wasn't. It wasn't. It came out and it was a big hit in religious communities, even though at least 8 out of 10 commandments violated in this book. And it taught me a lot about the amount of openness and
willing to accept different angles within the religious society when it's not in the public domain, when people, and this is, I think, something wonderful about books and about reading. It's such an intimate experience. And I think when it's done in the intimate setting of the person with his book in his bed, it turned out that people were willing to accept it, they were willing to be challenged. And of course I got letters from religious writers and from rabbis correcting me about my research. But the book wasn't banned, and people read it and were open to read it. So I was kind of surprised from the response I got from religious readers to this book, and it was a lesson for me. En ce qui me concerne, en tout cas pour d'après une histoire vraie, je crois que c'est le livre dans lequel le lecteur a pris la plus grande part. En règle générale, quand j'écris, même si j'écris pour être lu, même si j'écris avec l'idée qu'un jour ou l'autre, quelques lecteurs, voire davantage, liront ce que je suis en train d'écrire, le lecteur, au moment de l'écriture à proprement parler, s'efface, et je fais d'ailleurs en sorte de le chasser d'une certaine manière. Je n'ai pas envie de le prendre en compte, je n'ai pas envie de prendre en compte ses attentes, je n'ai pas envie de prendre en compte son désir, ni même sa compréhension parfois. Je fais en sorte qu'il disparaisse. Et dans le cas d'après une histoire vraie, c'est vraiment la première fois que le lecteur, d'une certaine manière, faisait partie du projet. Et le lecteur a été là tout le temps, l'idée du lecteur était là tout le temps, en fait, dans l'écriture. Ça rejoint ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que je voulais que dans un premier temps, le lecteur croie complètement à l'histoire qui lui était racontée, se soit persuadé que j'étais en train de lui raconter ce qui s'était passé après la parution de mon précédent roman, et je souhaitais qu'à un moment donné, il se mette à en douter. Alors je me suis rendu compte dans les échanges que j'ai pu avoir avec les lecteurs, comme je le disais tout à l'heure, que certains n'ont pas voulu remettre en question au fond l'histoire que je leur racontais, et d'une certaine manière ils ont raison, puisque j'ai fait en sorte qu'elle subsiste jusqu'au bout, et que d'autres l'ont remise en question plus ou moins tôt, et c'est toujours assez amusant, je dois dire, pour moi, d'échanger avec les lecteurs et de voir à quel moment, dans certains cas, ils ont commencé à douter de ce que je racontais. Et de toute façon, le lecteur est totalement imprévisible et unique, évidemment, et ne va jamais là où on voudrait qu'il aille. Donc, et ça, je dois dire que d'une certaine manière, je le savais avant même d'écrire ce livre. Mais c'est la première fois que j'ai eu le sentiment de construire une sorte de trajectoire ou de jeu de piste pour le lecteur. Et je dois dire que rétrospectivement, c'était assez amusant, même si pendant l'écriture elle-même, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des moments où j'ai vraiment douté de mes outils et d'avoir mis les pancartes au bon endroit voilà, des pièges que j'avais tendus. Mais il y a vraiment cette idée d'un jeu pour moi dans ce livre-là, d'un jeu avec le lecteur. Et ça a d'ailleurs rendu très différente l'exercice de la promotion cette fois, parce qu'au fond c'est la première fois que je parle autant de littérature, de fiction, d'autofiction avec les lecteurs, et c'est assez passionnant. Il y avait une question devant. Deux questions devant. I have a question regarding creative writing workshops, and in France now we tend to say that there are more writers than readers, and I'd like to know the main or basic motivation for people who want to join these creative writing workshops. I mean, do they want, is it a dream to be published one day, or is it just to express their feelings, or just writing? I think it depends. It depends. If you have a group of 15 people, you have 15 different reasons to come to the workshop. Some students come because they want to finish a manuscript and be published. But some come as a form of connecting to their emotions and meditating in a way. And a
expressing what is unexpressible in other fields of life. Specifically talking about my country, you can see a lot of stories about war experience. People, whether they were soldiers or civilians, go for a long time with this kind of PTSD, which is not recognized by anyone, this post-traumatic kind of stress disorder. And even if they do not know that, they come to the writing workshop to let it out. So it's kind of therapeutic for them. You have people going with secrets in their life, holding secrets in their heart, whether they are secrets of their own or secrets of other people. And sometimes they will come to the workshop just to let this secret out. And we would not even talk about it in the workshop. We would not say, this is autobiographical, this is not autobiographical. We never talk about it. So, but you can sense it, that something went off of their chest. And if you ask me why do I like to do it, I think it's not about getting people published. I have like 35 of my students published books, some of them are very successful, but I think it's about getting people to really interact with each other and to listen, to be attentive. I feel that we live in an ADHD kind of time in the world. Everybody is having attention problems, and people find it hard to listen to each other. I live in a society which is very it's not tolerant, the society that I live in. And in a workshop, you can actually feel it, the change between the first lesson and the last lesson. People learn how to listen. At least for the 3 hours of the workshop, they are actually tolerant and accepting of the other. And this is kind of a miracle, and specifically where I come from. And this is why I love doing it. This is my motivation, I guess.